Il l'appelait l'enfant prodige de la musique, l'adolescent qui a conquis le monde et n'a jamais regardé arrière. Et pendant des décennies, Paul Anka a semblé intouchable, passant sans effort d'idole des jeunes à tête d'affiche à Vegas, côtoyant des légendes et écrivant des chansons qui sont devenues la bande originale d'une époque. Mais derrière les applaudissements, il y avait des choix qui le entraient, des histoires d'amour qui se sont effondrées d'une manière que personne n'avait prévue, et une chanson qui a déclenché une tempête culturelle à laquelle il n'a jamais pu échapper. Comment un homme qui avait tout a-t-il fini par se replier dans le silence, et que reste-t-il de Paul Anka aujourd'hui? L'ascension fulgurante de Paul Anka vers la gloire. Paul Anka vient d'avoir 84 ans. Pour la plupart des gens, ce nombre n'est qu'un âge, mais pour lui, c'est une vie qui a commencé avec un rêve d'adolescent et a explosé une célébrité mondiale avant que la plupart des jeunes de son âge n'aient obtenu leur diplôme d'études secondaires. Il a écrit pour des légendes, vendu des millions de disques et façonné l'histoire de la musique pop d'une manière qui se fait encore sentir aujourd'hui. Pourtant, avec le recul, la partie la plus frappante de son histoire n'est pas la célébrité elle-même, mais la rapidité avec laquelle elle est arrivée et la manière dont elle a complètement consumé sa vie. Paul Albert Anka est né le 30 juillet 1941 à Ottawa, au Canada, de parents d'origine libanaise et syrienne. Le foyer Anka était imprégné de culture, de discipline et de musique. Ottawa, dans les années 1940, n'était pas vraiment un foyer de stars de la pop herbe, mais Paul a trouvé sa première scène dans la petite chorale de l'église où il chantait régulièrement. C'est là qu'il a commencé à comprendre la mélodie, le rythme et l'attrait émotionnel de la musique. Reconnaissant son potentiel, il a commencé des études musicales formelles avec Frédéric Caram, un musicien local respecté qui lui a enseigné les bases de la théorie musicale. À l'âge de 14 ans, Hall expérimentait déjà l'enregistrement. 1956, il est entré dans un studio pour la première fois pour enregistrer I Confess, un effort modeste qui n'a pas enflammé les charts, mais lui a donné son premier avant-goût de la création musicale professionnelle. La même année, agité et ambitieux, Paul a commencé à rêver de percer sur la scène musicale américaine. À 15 ans, armé de seulement $100 et d'une foi inébranlable lui-même, il a pris un bus pour New York. Et ce voyage allait changer sa vie. C'est à New York que Paul a écrit la chanson qui allait définir le début de sa carrière, Diana. Inspirée par une fille qu'il connaissait à peine de l'église, la chanson a capturé le désir et l'innocence de la romance adolescente. Elle a été enregistrée 1957 et est rapidement devenue une sensation mondiale, se vendant à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Un chiffre stupéfiant pour un nouveau venu presque du jour au lendemain. Paul Anka est passé d'un adolescent canadien inconnu à l'un des noms les plus vogues de l'industrie musicale. Le succès de Diana a ouvert les vannes. La fin des années 1950 et le début des années 1960 ont vu Paul sortir tube après tube. Il y a eu Lonely Boy 1959, un hymne sincère à l'isolement de la jeunesse, Put Your Head on My Shoulder, une ballade lente et tendre qui est devenue un point de repère culturel, et Puppy Love, inspiré par son amitié avec l'idole des jeunes Annette Funicello. Ces chansons n'ont pas seulement bien marché dans les charts, elles sont devenues une partie de la bande originale d'une certaine époque, jouée dans les bals de l'école, sur les radios à transistor et dans les salons de toute l'Amérique du Nord et au-delà. Mais la célébrité de Paul ne s'est pas limitée au studio d'enregistrement. Il a fait de nombreuses tournées, partageant la scène avec certains des artistes les plus emblématiques de l'époque. L'une des relations les plus notables qu'il ait nouées est celle avec Buddy Holly. Paul n'a pas seulement fait une tournée avec Holly, mais a également écrit It Doesn't Matter Anymore spécialement pour lui, une chanson qui deviendrait un tube posthume après la mort tragique de Holly, 1959. À l'âge de 17 ans, Paul Anka était l'une des plus grandes stars du monde. Il n'était pas seulement une autre idole des jeunes, il était un auteur-compositeur confirmé, un interprète charismatique et un jeune homme d'affaires averti qui comprenait la valeur de son travail. Mais même à cette époque, Paul pensait à l'avenir. Il savait que l'industrie musicale était capricieuse et il a commencé à jeter les bases d'une carrière qui pourrait survivre à la folie des adolescents. Ainsi,
Au début des années 1960, lorsque la première vague de la manie des idoles des jeunes a commencé à s'estomper, Paul est passé douceur de l'interprète pop à l'auteur-compositeur respecté. Il a écrit pour Frank Sinatra et Tom Jones et a également écrit le thème du Tonight Show avec Johnny Carson. Ce n'est pas tout, ses talents s'étendaient au-delà de la musique. Paul s'est aventuré dans le métier d'acteur, apparaissant dans de nombreux films tels que l'épopée de 1962, Le jour le plus long. Il est devenu un habitué des salles les plus prestigieuses, tenant des résidences cultes à Las Vegas et se produisant au légendaire Copacabana à New York. Sa présence sur scène a évolué, passant du charme adolescent à un talent de scène raffiné, séduisant un public plus âgé et plus sophistiqué sans perdre complètement sa jeune base de fans. La longévité de la carrière de Paul reposait également sur son sens aigu des affaires. Au début des années 1960, il a fait preuve d'une grande perspicacité, rachetant les droits de son premier catalogue à ABC Paramount et réenregistrant ses succès pour RCA. Cela lui a permis d'avoir un plus grand contrôle sur sa musique et de s'assurer que les redevances de ses chansons lui parvenaient directement, une prévoyance qui a fait défaut à de nombreux artistes de sa génération. Même au fil des décennies, Paul est resté créatif. Ses collaborations se sont étendues sur plusieurs générations et genres. Son œuvre s'est enrichie de dizaines d'albums et de centaines de chansons, couvrant des ballades romantiques, des morceaux de big band swing et des tubes pop. Pourtant, même pendant cette période dorée, des courants sous-jacents laissaient entrevoir les défis à venir. Et le rythme incessant des tournées, des enregistrements et de la réinvention était à la fois une bénédiction et un fardeau. Pour Paul, les applaudissements ne duraient jamais assez longtemps et la pression de continuer à assurer était constante. Il avait accompli plus de choses dans sa vingtaine que la plupart des musiciens ne rêvent, mais l'industrie qu'il aimait était déjà train de changer. Alors que les années 1960 laissaient place aux années 1970, de nouveaux styles, de nouvelles stars et de nouvelles attitudes culturelles ont commencé à remodeler le monde de la musique. Paul Anka allait devoir relever le défi de rester pertinent à une époque qui valorisait de plus le nouveau par rapport au familier. Et bien qu'il ait fait ses preuves à maintes reprises, la prochaine phase de sa vie allait mettre à l'épreuve sa résilience d'une manière que la célébrité et le succès précoce ne pourraient jamais le préparer. Difficultés personnelles et déclin de carrière. 2. Malgré tout le calme et la confiance que Paul Anka affiche sur scène, il y a une perte dont il ne s'est jamais complètement remis. Il s'agit du décès de sa mère, Shamileya Tanis. Anka est décédé alors que Paul n'avait que 18 ans. À ce moment-là, il était déjà célèbre, voyageait dans le monde entier et jouait devant des foules à guichets fermés. Mais ce succès lui semblait vain sans la femme qui avait encouragé sa musique dès le début. Dans des interviews, Paul a reconnu que la perte de sa mère à un si jeune âge avait laissé une cicatrice émotionnelle qui ne s'était jamais complètement refermée. Elle avait été son plus grand soutien, sa source d'ancrage, et son absence avait créé un vide tranquille que la gloire et la fortune ne pouvaient combler. Mais ce n'était pas le seul défi auquel il allait être confronté. La fin des années 1960 a apporté un nouveau type de défi. La musique populaire évoluait rapidement. L'invasion britannique avait remodelé les charts. Le rock psychédélique dominait la radio et l'ère des idoles des jeunes qui avait catapulté Paul vers la célébrité était révolue depuis longtemps. Son son pop lisse et romantique était soudainement concurrence avec une nouvelle génération d'artistes dont la musique reflétait les turbulences et la rébellion de l'époque. La dynamique commerciale de Paul a ralenti. Les succès sont devenus plus difficiles à obtenir. Et bien qu'il soit resté un nom respecté dans l'industrie, ses singles ont souvent échoué à gravir les échelons des charts comme il l'avait fait autrefois. Les publics qui avaient crié pour lui à la fin des années 1950 étaient maintenant dans leur vingtaine et leur trentaine avec des goûts différents et les jeunes auditeurs étaient plus intéressés par les Beatles, les Rolling Stones et Jimi Hendrix.
Paul, toujours adaptable, s'est davantage tourné vers l'écriture de chansons pour les autres, mais il était indéniable que ses jours de présence constante dans les charts s'estompaient. Heureusement, 1974, Hall a fait un retour inattendu lorsqu'il a sorti You're Having My Baby, un duo avec la chanteuse canadienne Odia Coates. Il est directement entré à la première place du Billboard Hot 100 et est devenu son premier single tête des charts 15 ans. Pendant un moment, il a semblé que Paul avait réussi quelque chose de remarquable, l'exploit rare de reconquérir la première place à une époque qui avait largement abandonné son style de musique. Il l'a suivi avec quelques autres singles classés, mais malheureusement, aucun n'a égalé la popularité explosive de ses premiers succès. Le milieu et la fin des années 1970 et 1980 sont devenus une période de travail régulier plutôt que de domination des charts. Il est resté actif studio, a fait de nombreuses tournées et a continué à écrire pour les autres. Mais l'époque de la folie adolescente et des multiples succès une seule année était révolue depuis longtemps. Le déclin de Hall dans les charts n'était pas dû à un scandale ou à une autodestruction. C'était tout le contraire. Contrairement à beaucoup de ses contemporains des cercles de Las Vegas et du Rat Pack, Paul a délibérément évité les excès de l'industrie musicale. Bien qu'il ait été entouré d'artistes qui s'adonnaient à la boisson, au tabac et aux substances illicites, il a gardé ses distances. Cette discipline a préservé sa voix et sa santé jusqu'à un âge avancé. Mais cela signifiait aussi qu'il n'a jamais fait partie des scandales de fête qui ont maintenu certains artistes dans les gros titres. Il était à bien des égards un artisan discipliné dans un secteur qui récompense souvent le chaos. Pourtant, le coût émotionnel du passage du centre de la scène à la ligne de touche était réel. Pour quelqu'un qui était une star depuis le milieu de son adolescence, les périodes calmes entre les grands succès pouvaient ressembler à une sorte d'exil. Paul a admis qu'il n'a jamais aimé l'idée de ralentir. La retraite n'est pas pour lui un rêve paisible, mais une menace imminente, surtout lorsqu'il se souvient des artistes plus âgés qui se sont éteints dans l'inactivité. Ainsi, pour Paul, l'immobilité était aussi dangereuse que n'importe quel vice. Tout au long des années 1980 et 1990, il est resté un pilier du spectacle vivant, particulier à Las Vegas, où des fans fidèles remplissaient les salles d'exposition pour écouter ses classiques. Il a sorti des albums qui s'adressaient à son public établi, explorant parfois des arrangements jazz et swing, et il est resté connecté à l'industrie grâce à des collaborations et des apparitions à la télévision. Mais le paysage pop au sens large avait évolué. Et Paul Anka, autrefois une force dominante dans la culture de la jeunesse, était désormais plus un vétéran respecté qu'une star des charts. Sa discipline, son professionnalisme et son refus de céder aux tentations les plus sombres de l'industrie lui ont permis de travailler longtemps après que beaucoup de ses pairs se soient épuisés. Pourtant, cette même discipline ne pouvait le protéger de la solitude qui survient lorsque la foule s'amenuise et que les projecteurs s'éteignent. Il était un artiste dont l'identité avait toujours été liée à la performance. Pourtant, le déclin progressif de la célébrité n'était pas seulement un changement de carrière pour lui, c'était une remise question personnelle. Il avait résisté aux tempêtes des changements de goûts musicaux, des réactions politiques et du chagrin personnel. Pourtant, le prochain chapitre de sa vie allait apporter des défis bien plus intimes et douloureux que tout ce que les charts pouvaient mesurer. Car si Paul avait appris à s'adapter dans sa carrière, sa vie personnelle allait entrer dans une période de turbulence qui mettrait à l'épreuve non seulement sa résilience tant qu'artiste, mais aussi sa capacité à faire confiance, à aimer et à se connecter à sa famille. Vie amoureuse et troubles familiaux. Malgré tout son charme sur scène, la vie amoureuse de Paul Anka se déroulait souvent comme l'une de ses ballades. Douce au début, douloureuse au milieu et douce amère à la fin. Il n'était pas seulement un homme qui écrivait sur la romance. Il la vivait, parfois imprudemment, parfois tendrement, mais toujours intensément. Et derrière les tubes et les spectacles à guichet fermé, il y avait de vraies personnes, de vraies émotions et une traînée de relations qui laissaient des cicatrices aussi profondes que n'importe quel chagrin d'amour dans ses chansons. Au début de sa carrière,
La vie amoureuse de Paul Anka est devenue une partie de son image publique, et l'une de ses relations les plus commentées a été celle avec Annette Funicello de Disney. Leur couple était la définition même de l'amour pur des années 1960, jeune et vu. Son charme juvénile et son attrait sain ont fait un couple parfait pour les magazines de fans. Ils sont sortis ensemble au plus fort de leur célébrité adolescente, créant une image d'innocence qui contrastait avec le monde trépidant et plein de tentations du spectacle. Bien que leur romance se soit finalement estompée, ce fut une expérience formatrice pour Anka qui a précédé les relations plus complexes, souvent turbulentes, qui ont suivi. Parlant des raisons pour lesquelles leur relation s'est terminée dans une interview, Anka a déclaré qu'elle voulait se marier. « Je ne pouvais pas le faire, mais quelle famille et quelle chérie elle était. Elle avait juste cette douceur, cette bonté. Je ne sais pas d'où ça venait, mais elle n'a jamais été différente. C'était incroyable. Ils sont tous les deux passés à autre chose et 1962, Paul Anka a rencontré une femme qui semblait sortie tout droit des pages d'un magazine de mode, car fait-elle l'était. Anne Dogbe était une mannequin de mode libanaise britannique signée avec la célèbre agence Ford, dont l'élégance et le charme l'ont immédiatement captivée. 1963, un an seulement après leur première rencontre, Paul et Anne se sont mariés lors d'une cérémonie qui aurait pu être confondue avec un mariage royal. Il avait 21 ans, à peine sorti de sa phase d'idole des jeunes, tandis qu'elle avait 19 et était au début d'une carrière qui aurait pu l'emmener dans le monde entier. Au lieu de cela, Anne a choisi une voie plus tranquille. Elle a pris sa retraite de mannequinat pour se concentrer sur leur famille grandissante. Et au fil des ans, le couple a eu 5 filles. Alexandra, Amanda, Alicia, Antia et Amelia. Pendant des décennies, ils ont été considérés comme l'un des couples les plus durables du monde du spectacle. Ils ont traversé ensemble les années 60, les années 70 et les années 80, un exploit rare dans un secteur où les mariages se terminent souvent avant que l'encre ne sèche sur le certificat de mariage. Paul admettra plus tard que le fait d'avoir une vie de famille solide pendant ses années les plus chargées lui a donné une stabilité, ce qui a manqué à beaucoup de ses pairs. Mais même les mariages les plus glamour ont leurs failles. À la fin des années 1990, ces failles ont commencé à s'élargir. Anne, qui avait développé sa propre identité tant que collectionneuse d'art respectée, a commencé à dériver dans un monde social différent de celui de Paul. Après 38 ans de vie commune, ils ont divorcé 2001. Paul n'a jamais donné beaucoup de détails sur la rupture, mais les initiés disent qu'il s'agissait moins de querelles explosives que d'un éloignement progressif. Anne a vécu le reste de sa vie grande partie loin des regards du public. Elle est décédée 2017 et Paul a parlé d'elle avec un profond respect, la qualifiant de grande mère et de femme merveilleuse. Mais si Anne était le chapitre calme et élégant de l'histoire romantique de Paul, Anna Aberg était la tempête de feu. Les deux se sont rencontrés au début des années 2000 lorsqu'Anna, une ancienne Miss Suède et actrice, travaillait comme son entraîneur personnel. Elle était de plusieurs décennies plus jeune, glamour et pleine d'énergie. Un contraste frappant avec la vie tranquille que Paul avait laissée derrière lui avec Anne. 2008, les deux se sont mariés. Et peu de temps après, ils ont accueilli un fils, Ethan Anka. Mais ce qui a commencé comme une passion s'est rapidement transformé en un drame public. Leur relation était volatile, remplie d'accusations, de contre-accusations et de suffisamment de dépôts légaux pour faire les gros titres pendant des années. L'un des scandales les plus sensationnels s'est produit lorsqu'Anna a affirmé que, lors d'une dispute houleuse, les actions de Paul l'avaient fait se sentir menacé et danger. L'allégation était grave et aurait pu faire dérailler sa carrière, mais elle s'est avérée fausse par la suite. La bataille judiciaire qui a suivi ne portait pas sur la musique ou l'argent. Elle portait sur Ethan. Paul s'est battu pour obtenir la garde complète de son fils, arguant qu'il pouvait lui offrir un foyer plus stable. Et, chose rare pour un père célèbre, il a gagné. Bien que la décision ait été une victoire juridique, elle a eu un coût émotionnel élevé. La relation entre Paul et Anna est devenue ouvertement hostile et les contacts d'Ethan avec sa mère ont été limités. Au fil du temps, il y a également eu des murmures selon lesquels les liens de Paul avec Ethan s'étaient tendus.
la bataille judiciaire laissant des répercussions émotionnelles qui ne se sont jamais complètement apaisées. Mais après le chaos de son deuxième mariage, le troisième de Paul a d'abord semblé être un nouveau départ. 2016, il a épousé Lisa Peyton, une Canadienne avec qui il était depuis plusieurs années. Des amis ont dit qu'elle était chaleureuse et ancrée et qu'elle semblait apporter un sentiment de calme dans sa vie. Pendant un certain temps, la relation a fonctionné. Il y a eu moins d'apparitions publiques et moins de gros titres dans les tabloïds. Au lieu de cela, Paul profitait d'une vie plus privée. Mais 2020, le mariage était terminé. Cette fois, il n'y a pas eu de scandale judiciaire ni d'accusation folle, juste la reconnaissance qu'ils ne se rendaient sûrs de plus heureux l'un l'autre. Paul était à la fin de sa soixantaine. Et selon des sources bien informées, il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas passer ses dernières années dans une relation qui ne l'épanouissait pas. Le divorce a donc été prononcé discrètement, sans grand commentaire public. Lorsque vous retracez l'arc des relations personnelles de Paul Anka, un thème se dégage, la distance. Qu'il s'agisse de la distance physique créée par un calendrier de tournée, de la distance émotionnelle qui s'insinue au fil des décennies ou de la distance juridique imposée par les batailles pour la garde, la proximité semble difficile à maintenir pour Paul. Avec Anna Aberg, la distance était alimentée par l'hostilité. Avec Lisa Peyton, c'était un retrait émotionnel. Et même avec ses enfants, particulier Ethan, il y a eu de longues périodes de contact minimal. Paul lui-même a admis dans des interviews que sa carrière a toujours été sa priorité et que le désir de continuer à jouer, à écrire et à rester pertinent signifiait souvent sacrifier la stabilité domestique. Il est sincère quant à sa peur de la stagnation, ce qui peut expliquer pourquoi il rompt rapidement avec les relations dès qu'elles commencent à ne plus être épanouissantes. Paul Anka a bâti sa carrière sur certaines des chansons d'amour les plus tendres du XXe siècle. Pourtant, sa propre vie amoureuse a été tout sauf tendre. L'homme qui a écrit Put Your Head on My Shoulder a vécu 3 mariages, des divorces très médiatisés et une bataille pour la garde qui a laissé de profondes divisions. Bien que les sommets de sa carrière aient porté sur la connexion, sa vie personnelle a souvent porté sur la séparation. Et bien qu'il ait réussi à tenir une grande partie de l'émotion brute loin de la scène, la tension entre son image romantique publique et sa réalité privée est impossible à ignorer. Mais la vie romantique de Paul n'était pas la seule partie de son histoire à attirer l'attention du public. Au fil des ans, sa langue acérée, ses opinions tranchées et son refus de jouer au jeu politique de l'industrie l'ont entraîné dans des controverses qui mettraient à l'épreuve même les vétérans les plus chevronnés du show business. Controverses et changements culturels. Au milieu des années 1970, Paul Anka s'était déjà forgé une réputation de figure parmi les plus durables de la musique pop. Mais rien ne l'avait préparé à la tempête qui allait suivre. 1974, après avoir sorti You're Having My Baby, une chanson qui, apparence, semblait être un hommage sincère à la paternité et à la joie d'amener un enfant au monde. Mais le climat culturel de l'époque était train de changer et ce qui aurait pu être accepté, voire loué une décennie plus tôt, était maintenant disséqué sous un nouveau prisme. Les paroles ont touché un point sensible. Pour certains auditeurs, les mots de Paul ont été perçus comme condescendants et patriarcaux, comme si la décision de la femme était principalement formulée termes de fierté et de sentiment de l'homme. Les groupes féministes, déjà enhardis par le mouvement de libération des femmes et l'ère Roe versus Wade, ont exprimé publiquement leur désapprobation. Pour eux, la chanson réduisait une décision profondément personnelle à un geste sentimental destiné à valider l'homme et non la femme. La critique n'était pas un simple murmure, elle était forte et publique. Des articles d'opinion ont été publiés dans les journaux, les organisations féministes ont publié des déclarations et les DJ de radio ont reçu des appels d'auditeurs qui défendaient la chanson ou la condamnaient purement et simplement. La controverse a presque éclipsé le succès de la chanson dans les charts. Et pourtant, malgré le contre-coup, la chanson est montée flèche jusqu'à la première place du Billboard Hot 100, prouvant que la popularité commerciale ne s'aligne pas toujours sur l'approbation critique. Anka lui-même ne s'est pas excusé.
Dans des interviews, il a défendu la chanson comme une célébration sincère de la vie et de l'amour, et non comme une déclaration politique. Il a affirmé que le choix des mots reflétait son sentiment personnel à l'époque et a accusé les critiques de faire trop. Bien que son explication ait trouvé un écho auprès de certains fans, dont beaucoup la considéraient simplement comme une douce ballade à l'ancienne, elle n'a pas effacé le fait que la chanson était devenue l'un des succès les plus polarisants de la décennie. Le débat entourant You're Having My Baby était la preuve d'un changement culturel plus large qu'Anka, comme de nombreux artistes des années 1950 et 1960 a dû gérer. La musique et son message étaient en train d'être redéfinis. Le public ne consommait plus les chansons passivement. Il les interrogeait, analysait la dynamique du pouvoir et examinait les implications sociales qui se cachaient derrière les paroles. Cette nouvelle conscience culturelle signifiait que même l'art bien intentionné pouvait être pris entre deux feux s'il entrait conflit avec les valeurs évolution. D'une certaine manière, la chanson a marqué un tournant, non seulement dans la carrière d'Anka, mais aussi dans la façon dont le public s'engageait dans la musique populaire. Bien qu'elle lui ait permis de connaître un succès tardif dans sa carrière et de rester pertinent dans les charts, elle a également cimenté sa place dans l'un des débats culturels les plus animés des années 1970. Des décennies plus tard, elle figure toujours sur les listes des chansons les plus controversées et nous rappelle constamment comment quelque chose qui était destiné à exprimer la joie pouvait devenir un point de discorde dans un monde mutation. Et comme Anka lui-même l'admettra plus tard, la gestion de la célébrité n'a jamais consisté uniquement la musique. Il s'agissait de survivre aux marées changeantes de la culture. Mais la grande question est de savoir comment Paul a réussi à rester dans le domaine public jusqu'à l'âge de 80 ans et à quoi s'occupe-t-il aujourd'hui ? Où est Paul Anka aujourd'hui ? Ces dernières années, Paul Anka a adopté un rythme de vie plus tranquille. Les tournées tourbillonnantes, les salles combles et le calendrier d'enregistrement incessant sont pour la plupart derrière lui. Bien qu'il monte encore sur scène de temps en temps, ses apparitions sont plus sélectives, presque cérémonielles, et rappellent à lui-même et à ses fans que la voix qui régnait autrefois sur les ondes est toujours là, toujours capable de prononcer une phrase avec le même charme qui l'a rendu célèbre. Les performances d'Anka aujourd'hui sont souvent liées à des événements spéciaux, tels que des spectacles de théâtre intime, des galas de bienfaisance ou des festivals de musique axés sur la nostalgie où le public a soif des bandes originales de sa jeunesse. Lorsqu'il se produit, la réaction de la foule est instantanée et presque respectueuse. Ils n'écoutent pas seulement des chansons. Ils revivent des chapitres de leur propre vie. Et pour Anka, cet échange de mémoire et de mélodie est l'une des dernières vraies joies que l'industrie lui offre. Loin de la scène, Anka vit tranquillement, loin des feux des paparazzis et des potins des tabloïds. Sa vie familiale est délibérément discrète, presque minimaliste, un contraste frappant avec les décennies tourbillonnantes où la célébrité dictait chacun de ses mouvements. Dans des interviews, il a admis que l'immobilité peut être perçue comme une chose dangereuse. Il a dit un jour « Depuis que j'ai quitté la maison quand j'étais enfant, j'ai le nez sur la meule et je ne veux pas perdre cette énergie et ce dévouement. Je n'ai pas de rétroviseur, je continue d'aller de l'avant. Si vous restez immobile, ils vous enterreront. Je ne pense pas avoir 80 ans, ce n'est qu'un chiffre. Cela ne me dérange pas de vieillir. Je ne veux tout simplement pas vieillir. » C'était une façon brutale d'avouer sa peur de disparaître complètement, même à son âge. Cette crainte n'est pas sans fondement. Beaucoup de ses contemporains, comme Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr., sont partis. Ce n'étaient pas seulement des collègues, c'étaient ses mentors, ses copains et les hommes qu'il admirait et avec lesquels il était compétition. Les perdre, c'était plus que le décès d'amis, c'était l'érosion d'une époque. Aujourd'hui, Anka est l'un des derniers piliers de cette génération dorée et cette survie s'accompagne d'une certaine solitude. C'est peut-être pourquoi la pensée de la retraite le déconcerte. Il a dit un jour « Je refuse de prendre ma retraite, j'ai une peur bleue. Les gens qui prennent leur retraite vieillissent du jour au lendemain, leur corps les lâche et ils meurent. Je ne prendrai ma retraite que si je suis obligé. » Cela n'a rien à voir avec l'argent. L'argent vous achète une certaine liberté, mais il tue tout. J'ai besoin d'écrire de la musique tous les jours parce que c'est ma passion.
Étonnamment, Anka a également trouvé une petite mais vive présence sur TikTok. Bien qu'il ne danse pas sur les tendances virales, son compte offre des extraits de son passé, comme de vieux clips de concerts, des photos des coulisses et des réflexions occasionnelles sur ses plus grands succès. C'est un album de souvenirs organisé de sa carrière, destiné à la fois aux fans de longue date et à une jeune génération qui le découvre pour la première fois. Le ton est plus nostalgique que promotionnel, presque comme un journal numérique qu'il est prêt à partager, mais même dans ce chapitre plus calme, les contradictions de sa vie demeurent. La célébrité lui a donné la richesse, l'influence et un héritage qui ne peuvent être effacés. Pourtant, elle lui a également laissé des cicatrices personnelles, des mariages ratés, des relations tendues et le genre d'examen public qui ne s'estompe jamais complètement. Le Paul Anka d'aujourd'hui est un homme qui a encore une voix et qui a encore la motivation, mais qui choisit maintenant ses moments plus soigneusement. Il savoure la scène quand elle l'appelle et se retire dans le silence quand ce n'est pas le cas. L'héritage de Paul perdurera, mais ses nombreuses victoires se sont accompagnées de pertes qu'il ne pouvait pas contrôler. De l'effondrement de ses mariages aux longues absences dans la vie de son fils et à la lente perte de pertinence dans une industrie évolution rapide. Quelle est votre chanson préférée de Paul Anka? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la vidéo suivante pour plus d'histoires et de mise à jour.